Parfait. Donc, pour commencer, on va faire un petit rappel des vecteurs. Donc, je vous rappelle, c'est le sujet de cette semaine. Euh, Cette chose-là, je vais passer quand même assez vite, étant donné que je veux faire tous les numéros et normalement, c'est des choses que vous avez déjà vues dans les capsules. Donc, si jamais vous voulez prendre ça en note, on va pouvoir voir ça par la suite. À la fin du TP, faites juste me le rappeler, puis je reviendrai si nécessaire. Donc, pour rappel, un vecteur, c'est défini par deux choses. Donc, il y a la grandeur, ce qu'on appelle la norme, et une orientation. Dans le fond, la grandeur, c'est simplement la longueur du vecteur, donc la longueur de la flèche qu'on a. Puis l'orientation, c'est l'angle de ce vecteur. Donc, c'est vers où pointe la flèche dans notre espace en 2D. Donc, par exemple, si on dessine un graphique, on peut avoir un vecteur ici. Donc, la grandeur ou la norme, ça va être la longueur de cette flèche-là. Et l'orientation, ça va être l'angle ici. Cet angle-là, en général, par convention, on va toujours le prendre par rapport à l'axe des x positifs. Donc, ça va toujours être par rapport à cet axe-là ici. Donc, c'est toujours l'angle que je viens de dessiner ici, peu importe c'est où qu'on est. Si par exemple, on est ici, si on dessine ce vecteur-là, l'angle, ça va être tout ça ici. Donc, ça, c'est par convention. On n'est pas obligé de faire ça, mais normalement, c'est ça qu'on fait. Si on se donne un exemple de norme et d'orientation. Ensuite, il y a deux façons de représenter un vecteur. Donc, soit par sa norme et son orientation, donc qu'est-ce que je viens de dire, ou soit par ses composantes cartésiennes. Nous, aujourd'hui, on va surtout travailler sur la deuxième représentation, donc les composantes cartésiennes. Un exemple de la première représentation, c'est un vecteur qui a une norme de 5. Donc, c'est un vecteur qui a une longueur de 5. Les unités, on n'est pas obligé de les donner, ça peut être n'importe quoi, des mètres, des kilomètres, par exemple. Et l'orientation, ça va être 45 degrés. Ça pourrait être de 45 degrés. Donc, par exemple, on aurait cette notation-là ici. Donc, cette chose-là ici, ça, c'est la norme et ça, c'est l'orientation. On remarque que la norme, il y a deux façons de l'écrire. Il y a soit comme ça ici. Donc, ça, c'est simplement juste la lettre associée, donc V. Ou sinon, on met entre deux barres comme ça ici. Ça différencie un peu de ce qu'on voit normalement, c'est-à-dire le vecteur V ici. Ça, c'est un vecteur et non la norme. Ensuite, pour les composantes cartésiennes, dans le fond, on peut définir un vecteur par deux choses. Donc, sa composante en X et sa composante en Y. Si on est capable de donner ça, bien, on définit bien le vecteur. C'est bien c'est une bonne définition, puis on a bien décrit le vecteur. Donc, on va se rappeler ici qu'il y a deux façons. En fait, pour calculer ces composantes-là, on a deux formules. On a la première formule ici, donc la formule pour Vx, et la formule pour Vy. Donc, la formule, dans le fond, il faut simplement prendre la norme du vecteur, donc le V ici, et multiplier ça par le cos de l'angle de ce vecteur-là ici. Donc, l'angle qu'on a ici, c'est, comme je l'ai défini tantôt, c'est par rapport à l'axe des x positifs. Donc, c'est exactement le même angle que je parlais tantôt. Ensuite, on va calculer ça et on va trouver nos deux composants. Ici, j'ai fait le calcul pour l'exemple avant, donc pour l'exemple juste ici. Donc, on calcule, par exemple, la norme du vecteur V, c'est 5, c'est que l'orientation, c'est 45. Donc, quand on met ça dans la formule, on obtient deux chiffres ici, et c'est les composantes de nos vecteurs. C'est quoi une composante de vecteur? Bien, ici, j'ai fait un petit dessin. Donc, on a une flèche, la flèche du vecteur juste ici. La norme, c'est-à-dire la longueur de ce vecteur-là, on dit que c'est de 5 ici. Donc, ça, c'est simplement qu'est-ce qu'on nous donne. Puis ensuite, on remarque que les composantes, dans le fond, c'est ces points-là ici. Donc, un vecteur est composé d'une composante en Y et d'une composante en X. On voit ici que la composante en X, comme on l'a calculé, c'est le chiffre 5 fois racine de 2 sur 2. Et la composante en X, c'est exactement la même chose ici. Donc, en général, on va toujours être capable on va toujours vouloir décomposer notre vecteur en ces deux choses-là. Pourquoi? Parce que ça s'additionne super bien. Donc, si on va pouvoir additionner deux vecteurs, on peut additionner ce petit vecteur-là et ce petit vecteur-là ensemble, et ça va nous donner le gros vecteur. Donc, ça, c'est par l'addition des vecteurs que vous avez vus, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, mettons qu'on a calculé nos deux composantes en X et en Y, on peut écrire notre vecteur au complet. Donc, le vecteur au complet ici, ça va être simplement le vecteur qui est égal à la première composante fois le vecteur unitaire en X, plus la deuxième composante fois le vecteur unitaire en Y. Donc, ici, j'ai mis une flèche. Pour rappel, un vecteur unitaire, c'est simplement un vecteur
qui se dirige soit en X, soit en Y, soit en Z, et de longueur 1, donc de norme 1. C'est comme ça qu'on définit nos choses. Il y a deux façons de représenter deux façons de décrire un vecteur, soit de cette façon-là ici, ou soit de cette façon-là ici. Je vais utiliser, moi, dans mes calculs, dans mes démonstrations, ces deux façons d'écrire-là. C'est vraiment important d'être à l'aise avec les deux parce qu'on va en avoir besoin tout au long de la session. Donc, essayez de vous habituer au fait qu'on passe de l'une à l'autre sans aucun avertissement. Donc, c'est pas mal ça pour les vecteurs. On va passer directement au numéro. Avant, est-ce qu'il y avait des questions? All right. Donc, on va commencer le premier numéro. Donc, au premier numéro, c'est le numéro E9. On nous définit trois vecteurs. Donc, le vecteur A, qui est de module 5 mètres, avec une orientation de 45 degrés, le vecteur B de norme 7 mètres et d'orientation 330, et finalement, le dernier vecteur C de norme 4 mètres et d'orientation 240. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est déterminer le module et l'orientation de leur somme. Donc, on souhaite additionner tous ces vecteurs-là ensemble. Vous avez vu que pour additionner des vecteurs, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est faire une addition. En fait, il y a plusieurs façons, mais la façon qu'on utilise la plus souvent, c'est de simplement dessiner nos vecteurs puis de mettre une flèche bout à bout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir dessiner, par exemple, le premier vecteur, celui-ci, qui va être le vecteur A. Donc, on sait que le vecteur A est de module 5m, puis il y a une orientation environ de 45 degrés. Là, je l'ai fait environ, ce n'est pas particulièrement important. Ensuite, il va y avoir le vecteur B. Lui, il est orienté vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un angle de 330. Donc, ce vecteur-là ressemblerait à environ ça. Par contre, comme on souhaite additionner ces vecteurs-là, on doit les placer bout à bout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à la place? On va le placer ici, mais dans la même orientation par ici. Puis là, ce vecteur-là est un petit peu plus long, qu'on va l'allonger, comme ça. Finalement, on va tracer le dernier vecteur. Donc, ce vecteur-là a une orientation de 240 degrés. Donc, ici, pour rappel, ça, c'est 270 degrés. Ça, c'est 180 degrés. Et ça, c'est 90 degrés. Donc, notre vecteur va être environ ici. Ça va être le vecteur C. Oui. Admettons, on aurait décidé de juste les laisser sur les plans cartésiens. Est-ce que ça changerait quelque chose ou absolument rien? Tu veux dire les partir à l'origine, tous tes vecteurs? Oui, effectivement. Oui, on aurait pu, mais dans le fond, tu aurais juste dessiné tes trois vecteurs. Ce ne serait pas vraiment une addition de vecteurs. OK, parfait. Pour additionner des vecteurs, il faut vraiment les mettre bout à bout. Puis la raison pourquoi, c'est que le vecteur résultant, donc le vecteur qui correspond à la somme de tous ces vecteurs-là, je vais les dessiner ici, mais c'est le vecteur qui part de l'origine qui sera au dernier vecteur. C'est le vecteur qui part d'ici, qui sera jusqu'ici. C'est pas une belle ligne droite. Donc, ce vecteur-là qu'on va appeler R, c'est le vecteur résultant. Donc, c'est le vecteur qui correspond à l'addition de nos trois vecteurs. Donc, ça, c'est bien beau. On l'a bien dessiné. Mais maintenant, il faut le calculer. Normalement, si le dessin qu'on fait est beau, c'est géométriquement facile. Par exemple, on a juste des angles de 90 degrés. On peut le faire avec le dessin. Mais là, on a des angles bizarres de 330, 240, 45. Ce n'est pas facile à évaluer. Qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est qu'on va transformer nos vecteurs qui sont dans la première représentation à la deuxième représentation. Donc, on va calculer chacune des composantes de chacun de nos vecteurs. Ensuite, avec ça, on va pouvoir les additionner. Pour faire ça, dans le fond, on a simplement besoin d'additionner chacune des composantes. Donc, si on fait ça, ça va avoir de quoi? Donc, pour faire ça, comme je disais, on va commencer par calculer chacune des composantes de nos vecteurs. Pour le vecteur A, bien, on va commencer par calculer la composante en X. Donc, la composante en X va être égale à la norme de A fois cos de θA. Oups. Ça, dans le fond, si on se fait juste se fier aux données qu'on a, ça va être 5 mètres fois cos de
45. Ici, je vais omettre de mettre le mètre parce que ça fait juste être dérangeant dans mes calculs. Par contre, même si j'oublie de mettre ça, il ne faut pas que j'oublie qu'il y a quand même des unités à mes vecteurs. Ce pas des vecteurs qui n'ont pas d'unité. Donc, à la fin, quand je vais créer ma réponse, c'est important de rajouter le mètre, même si je ne le garde pas dans mes calculs. Donc ici, normalement, vous êtes capable de savoir c'est quoi cos de 45 en connaissant votre cercle trigo. Je vous conseille de l'apprendre, c'est très important dans tous les domaines. Mais en fait, il faudrait voir si vous avez le droit à la calculatrice à l'examen. Si oui, vous pouvez utiliser la calculatrice, sinon, apprenez le cercle trigo. Donc, en faisant ça, on va trouver qu'on obtient environ 3,54. On peut faire la même chose en Y. Donc, encore une fois, on fait juste plugger la formule. Oups, c'est un sin. Donc, la norme fois sin de θA qui va être égal à 5 sin de 45, qui est aussi égal à 3,54. Donc, on a trouvé les premières composantes. On va faire la même chose pour le vecteur B ici. Donc, ici, je réécris ma formule. On remarque que le vecteur B est de norme 7. Donc, 7 fois cos de l'angle. On a un angle de 330 ici, degrés. Et on plug ça dans notre calculatrice, ce qui va nous donner 6,06. Faire la même chose encore en Y. Donc ici, c'est vraiment simple, c'est simplement d'appliquer notre formule. Et c'est toujours la même chose que la première étape. Donc, cette sin de 330 degrés. Chose qui est importante quand on utilise une calculatrice, c'est de ne pas oublier de se mettre en radian si on est en radian ou en degrés si on est en degrés. Sur le vecteur C. Donc, le vecteur C, encore une fois, c'est la même chose. Sauf que là, on a une norme de 4. Je ne vais pas écrire la formule, je vais passer directement au calcul. Donc, on a 4 fois cos de l'angle qui est de 240 degrés. Ce qui va nous donner moins 2. Donc, une composante négative, juste comme rappel ici, c'est simplement un vecteur qui pointe vers l'opposé des axes. Par exemple, un vecteur négatif en X, ce serait simplement un vecteur comme ça. Un vecteur négatif en Y, ce serait simplement un vecteur comme ceci. Donc, maintenant qu'on a trouvé les vecteurs, on va utiliser ces composantes-là pour trouver la somme. Juste avant, on va réécrire, c'est quoi? On va réécrire chacun des vecteurs selon la deuxième forme. Donc, ça, c'est ce que je vous avais montré un peu plus tôt. Ici, cette flèche-là, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire cela implique, cela signifie. Je vais l'utiliser souvent au cours des TP. Donc, le premier vecteur, selon la première composante, selon la représentation des composantes, va ressembler à ça. Donc, en X, on a 3,54 et en Y, on a 3,54. On n'oublie pas de mettre une unité, donc notre vecteur est en mètres. C'est important. Dans le fond, les chiffres, je les ai juste pris ici, pour rappel. On peut faire la même chose pour le vecteur B. On réécrit nos composantes dans le vecteur, donc 6,06 et moins 3,50. Et même chose pour le vecteur C. Donc, on a trouvé toutes nos composantes. Prochaine étape, on répond à la question. Donc, le but de la question, si je vous rappelle, c'était de trouver le vecteur résultant, donc le vecteur qui correspond à la somme de ces trois vecteurs ici qu'on vient de trouver. Donc, trouvons ici le vecteur
résultant R. Pour faire ça, on a simplement besoin d'additionner chacune des composantes. Donc, le vecteur R correspond à l'addition de nos trois vecteurs ici. Chacun de ces vecteurs est égal à qu'est-ce qu'on a écrit plus haut. Et ensuite, on additionne composante par composante. Donc, quand on fait une addition de vecteurs, c'est important de toujours additionner composante par composante. Donc, le vecteur final ici, qu'est-ce qui va être égal? Ça va être égal à ça ici, plus ça ici, plus ça ici. Donc, si on l'écrit à la main, ça va ressembler à ça ici. Donc, ça, c'est la première composante, plus moins 2. La deuxième composante, ça va être ça ici. Donc, si on calcule ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 7,60 et moins 3,42. On n'oublie pas notre unité. Donc, vu qu'on est à la fin de notre réponse, on peut écrire moins. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'à présent pour ceci? Non. Donc, ça ici. Donc, on a trouvé le premier vecteur résultant, mais si on revient un peu en arrière, la question, c'est de trouver le module et l'orientation de la somme. Donc, oui, on a trouvé le vecteur résultant. Maintenant, on veut ça. On l'a trouvé en représentation des composants. Donc, on a trouvé la composante en X, en Y. Maintenant, on cherche à savoir c'est quoi la norme. Donc, la norme de ce vecteur-là, c'est, trouvons la norme et l'orientation. Donc, je vous rappelle, la formule pour la norme, je l'apprends, c'est simplement égal à la racine carrée de chacune des composantes au carré. Donc, ici, on a la première composante, on a Rx qui correspond à ça ici, et on a Ry qui correspond à ça ici. Donc, cette formule-là est générale. C'est pas. Je vais effacer ça. Cette formule-là est générale, donc c'est vrai pour tout vecteur. La norme est toujours égale à la racine carrée du carré de chacune des composantes. Ça, dans le fond, c'est simplement égal à Pythagore, parce que si on dessine un vecteur V, par exemple, on va l'appeler R, comme ça, ben, on le décompose en deux. C'est ça qu'on fait depuis tantôt. Donc, on le décompose en deux vecteurs. On le décompose dans le vecteur Rx et le vecteur Ry. Mais on remarque que la longueur du vecteur R, c'est simplement est égal au carré de Rx plus le carré de Ry. Donc, ça, c'est simplement Pythagore. Je vais effacer ça. Donc, maintenant qu'on sait ça, on peut rentrer les chiffres. Comme ça ici. Et en calculant cela ici avec la calculatrice, on obtient 8,33 mètres. On oublie encore une fois, pas notre unité. Maintenant qu'on a trouvé la norme, on va trouver l'orientation. Donc, vous avez vu une formule pour trouver l'orientation. C'est θ est égal à arctan sur arctan de Ry sur Rx. Comme ceci. Donc, ça, c'est le même principe. On a la formule. Puis maintenant, on va vouloir la calculer. Donc, on rentre les chiffres ici. On va avoir moins 3,42 sur 7,60.
On rentre ça dans la calculatrice et on obtient moins 42,2 degrés. Ici, on a un léger problème parce qu'on a un chiffre négatif. Donc ça, normalement, vous avez vu que ce n'est pas dans nos conventions. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime avoir. Fait qu'on va essayer de changer ça puis de remplacer ça par quelque chose qu'on trouve plus beau, qu'on trouve plus utile. Donc ici, on remarque qu'on a un angle négatif. Ça ne semble pas vraiment faire de sens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner 360 degrés à cela. Pourquoi on fait ça? Si, mettons, on se fait un dessin. Un angle positif, on sait que c'est, par exemple, ça ici. Donc ça serait un angle positif. Donc, on tourne en sens anti-horaire, dans le fond. C'est ça, un angle positif. Mais si on tourne en sens horaire, donc on part comme ça, c'est comme si on allait dans les négatifs. Ici, on va vers les positifs. Ici, on va vers les négatifs. Donc, un angle de moins 24 degrés, à quoi ça ressemblerait? Ça ressemblerait à ça ici. Ça ressemblerait un petit peu à ça. Donc, ça, on n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire un tour complet à notre vecteur. Ça ici, c'est complètement égal à ça ici. Cet angle-là ici, c'est exactement le même vecteur qu'on décrit. Cet angle-là, comment on l'obtient? C'est simplement en additionnant 360 degrés à notre vecteur. Donc, dans le fond, c'est comme si on faisait faire un tour complet à notre vecteur. Si on fait ça, on va trouver 335,8. Et là, on va être content parce qu'on n'a pas un angle négatif. On a bien obtenu ce qu'on cherche. Donc, on peut créer notre vecteur, notre réponse finale. Easy. Est-ce qu'il y avait des questions pour ça? Ouais, j'avais une question, je m'excuse. J'ai juste un peu manqué la partie, dans le fond, pourquoi on a fait plus 360. Pourquoi pas genre Ah, ou 270? parce que dans le fond, 360, c'est un. Enfin, désolé. Dans un cercle, il y a 360 degrés. Donc, par exemple, donc c'est ça, il y a 360 degrés dans un cercle. Puis ici, on a un chiffre négatif. Si, mettons, on fait 360 degrés ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va bouger cet angle-là, on va le tasser comme ça, puis on va le faire revenir exactement au même endroit. Donc, le vecteur va faire tout le tour du cadran, revenir ici, et on va obtenir 335,8, ce qui est exactement le même vecteur. Donc, dans le fond, ces deux choses-là ici sont complètement égales. Donc, moins 24,2 degrés, c'est exactement égal à 335,8 degrés. Ça représente le même vecteur. Donc, comme ça représente le même vecteur, on peut utiliser les deux façons pour décrire le même vecteur. Mais le problème, c'est que la convention dit qu'on veut toujours un chiffre positif. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute 360 degrés. C'est pour faire un tour complet. Est-ce que ça allait? Ouais, mais c'est bon, c'est bon. C'est quoi qui marche pas? Mais dans le fond, c'est vraiment juste les moins 24, la réponse qu'on a eue. Mhm. Moins 24,6, pourquoi on n'aurait pas pu genre, les mettre dans l'exemple dans le troisième cadran? Moi, c'est vraiment juste de savoir quand est-ce qu'il faut faire plus 180, plus 270 ou plus 360. Ok, j'ai OK. pas catché, genre. Désolé. Pas de trouble. Dans le fond, quand tu as un chiffre négatif, tu fais toujours plus 360 degrés. Pourquoi? Parce que tu veux transformer ton chiffre négatif en positif. Peu importe le chiffre négatif que tu vas faire, et peu importe le chiffre négatif que tu as, quand tu vas faire plus 360, il va retomber dans les positifs. Ça, tu es content. Parce que ça respecte la convention. Ensuite, quand tu dois faire plus 180, plus 90, plus 270, ça, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est dépendamment de la réponse que tu as eue à ton ARTAN. Ça, c'est quelque chose qui est bien écrit dans les notes, mais que je ne vais pas expliquer pour le moment, vu que ça n'a pas rapport au numéro, mais j'imagine qu'on va sûrement le voir plus tard. Donc, je te conseille d'aller voir tes notes, puis on en reparlera quand ça va arriver. Mais là, c'est vraiment une situation différente. Ici, c'est simplement parce qu'on a un nombre négatif, puis on souhaite le ramener dans les positifs. OK, merci. Dans le fond, si j'ai bien compris, à chaque fois qu'il y a un nombre négatif, c'est toujours 360. Exact. Ouais. Parfait. Parfait, merci. C'est ça que je veux comprendre. Donc, on va passer au prochain numéro, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, ici, on a 4 vecteurs qui ont le même module. Donc, il y a un module de 4 m, de 4 mètres, à vrai dire.
Et nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est d'exprimer chacun de ces vecteurs-là en fonction des vecteurs unitaires. Ensuite, on va vouloir les sommer ensemble, donc les additionner. Et ensuite, on va vouloir trouver le module de l'orientation de leur somme. Ici, il y a deux techniques pour faire ça. Premièrement, OK. Donc, soit on utilise il y a deux techniques, comme je disais. Soit on utilise la règle des SOHCAHTOA, donc que vous avez vu en classe. Si on utilise cette règle-là, on va être capable de trouver la décomposition de notre vecteur. Donc, on va pouvoir trouver X ou Y. Ça, c'est la première étape, la première idée. La deuxième idée, dans le fond, ça serait de transformer notre angle en un angle qui respecte notre convention qu'on avait dit tantôt. Donc là, ce n'est pas tant clair, on va le montrer un peu, puis je vais préciser un peu ce que je veux dire. Donc, pour le vecteur, on va commencer par A, ici. Donc, on cherche à exprimer A en fonction des vecteurs unitaires, donc on cherche à trouver les composantes, AX et AY. Ici, on a deux choix possibles. Soit on fait un petit dessin ici, on calcule AX et AY. Pour faire ça, on pourrait trouver cet angle-là ici et utiliser les règles de SOHCAHTOA pour trouver chacun des côtés de notre triangle ici, comme c'est un triangle rectangle. Par contre, nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? Vu que c'est plus facile, bien, on va se demander c'est quoi cet angle-là ici. Ici, on remarque que comme un cercle, ça a un angle de 360 degrés, on va trouver que cet angle-là est égal à 360 degrés moins 120 degrés, ce qui donne 240 degrés. Donc, notre angle ici est de 240 degrés. On va simplement utiliser nos formules pour montrer, dans le fond, pour trouver chacun de nos composants. Donc, un vecteur s'écrit en fonction des vecteurs unitaires de cette manière-là ici. Donc, on a AX fois I plus AY fois J. On peut utiliser nos formules. Donc, c'est en X, on va avoir A cos de θ. I plus A sin de θ J. La norme est de 4, donc on va faire 4 cos de θ qui est de 240 degrés, plus 4 sin de 240. Si on rentre ça dans la calculatrice, on va obtenir le vecteur suivant, moins 1 je vais regarder quelque chose. OK. Donc, moins I, moins 1,73J. Tout ça, on va mettre ça en parenthèse parce qu'on veut mettre ça en main. Faire la même chose avec le B ici. Donc, le B, c'est cette chose-là ici. Ici, on peut utiliser ce SOHCAHTOA simplement. Donc, on va utiliser les règles. On va trouver que le côté en AX, donc ce côté-là, ça va simplement être le saut. Donc, l'opposé sur l'hypoténuse. On va trouver ainsi que c'est sin, la fonction trigo qu'on va utiliser. Ici, on va mettre 4 sin de 50 degrés. Oui? C'est écrit qu'ils ont un module de 2. C'est pas censé être 2 devant les choses ou c'est normal? Ah, c'est peut-être moi qui ai mal recopié la question. Donc, dans le fond, ça va être des 2 d'abord. Tu as bien raison. Donc, ici, on va juste changer les chiffres devant par des 2. Puis, j'ai vérifié mes réponses. Donc, c'est juste moi qui ai mal réécrit la question. Donc, ça va être des 2 à la place. Merci. Donc, ici, pour en Y, on va encore utiliser les lois de SOHCAHTOA. Donc, ici, ça va être le K, donc l'hypoténuse sur le côté adjacent à l'angle ici. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le cos. On rentre ça dans la calculatrice et on va obtenir 1,53 I plus 1,29 J. Tout ça en mètres.
La même chose en C, pour le vecteur C, à vrai dire. Donc, le vecteur C ici, c'est vraiment simple. On a l'angle qui est qui est à la bonne place, donc qui est par rapport à l'axe des x positifs. Donc ici, on a simplement besoin, encore une fois, de réécrire notre formule qu'on connaît. Donc, ça va être 2 cos de 150 degrés plus 2 sin de 150 degrés. On écrit la réponse. Et finalement, on fait la même chose pour le D. Ici, on remarque que l'angle n'est pas à la bonne place, donc ce n'est pas un angle qui fait ça ici. Par contre, on peut, donc on a différentes façons de faire ça. On pourrait transformer notre angle ou on pourrait utiliser SOHCAHTOA. Ici, j'ai choisi d'utiliser SOHCAHTOA. Donc ici, dans le fond, pour trouver en AX, on doit utiliser le cos et pour utiliser en AY, on doit utiliser le sin. Oui, Alicia. Oui, moi, je voulais savoir, pour le B, est-ce qu'on aurait pu utiliser la technique de l'angle? Comment on aurait fait? Pour le vecteur B, oui, je m'excuse. Dans le fond, OK. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ici pour utiliser la technique de l'angle? Dans le fond, quand tu dis la technique de l'angle, tu veux dire le placer par rapport au Oui, c'est ça, comme l'axe des x positifs? Oui. OK. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on chercherait? Ça serait cet angle-là ici. Mais dans le fond, cet angle-là, qu'est-ce qui est égal? Il est simplement égal à 40. Pourquoi 40? Bien, on sait que de ici jusqu'à ici, c'est un angle droit, donc un angle de 90 degrés. Ça, c'est l'axe des Y, ça, c'est l'axe des X. Donc, on a simplement besoin de faire la soustraction 90 moins 50, ça donne 40. OK, parfait, merci. Donc, ça peut être une idée. Donc, c'est vraiment les deux méthodes principales qu'on utilise. Là, si je continue sur D, j'écris sin, mais c'est ça. C'est qu'est-ce que je voulais écrire, on dirait. Donc, ça, on utilise la loi des SOHCAHTOA, encore une fois. OK. Là, ici, il y a quelque chose d'important qu'il faut mentionner. Ça, c'est vraiment important pour ne pas faire d'erreur. Je vais finir d'écrire ce que je veux écrire. Ici, c'est important de réaliser que j'ai mis un moins. Quand on utilise la technique de l'angle par rapport à l'axe des x positifs, donc comme on a fait au A, par exemple, pour le vecteur A, les signes vont toujours être bons. Donc, nos signes seront toujours corrects et on n'a pas besoin de se préoccuper de ça. Par contre, quand on utilise la technique des SOHCAHTOA, les signes ne seront pas toujours bons. Parce que la technique des SOHCAHTOA, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle nous donne la distance, donc seulement la longueur du côté AX et du côté AY. Mais nous, c'est vraiment une orientation aussi qui est importante. Donc ici, où j'ai mis ma flèche, il faut mettre un moins. Pourquoi? Parce qu'on remarque que notre vecteur ici va vers les Y négatifs. Donc la composante en Y n'a pas le choix d'être négative. On n'a pas le choix de rajouter manuellement notre moins devant. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un moins. Donc maintenant qu'on a trouvé nos vecteurs, on va passer au B. Le B qui, si je le rappelle, est simplement d'additionner. Oui. Darly, vas-y. Oui. Est-ce qu'on aurait pu utiliser un autre angle que 35, comme tantôt, comme la technique que vous avez montrée? Ou... Oui, certainement. Okay. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ça serait, là, je vais faire ça un petit peu. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ça aurait été exactement la même chose. Donc, ça serait de trouver cet angle ici. Cet angle-là, c'est égal à 360 moins 35. Parce qu'un cercle, dans le fond, qu'est-ce que je viens de dessiner? C'est un cercle complet, donc qui vaut 360 degrés. Et on enlève 35 degrés ici. Donc là, on obtiendrait une réponse. Cette réponse-là, ce serait l'angle qu'on cherche. Merci. Est-ce que tu avais une question, Alicia, aussi? Non, je m'excuse, j'ai juste oublié de... Parfait. Pas de trouble. Donc, on va passer au B. B, c'est simplement de faire l'addition vectorielle. Donc, A plus B plus C
plus D. Donc ici, on a simplement besoin d'additionner chacune des composantes, comme on a fait au premier numéro. Donc, je vais le faire vite et qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc ça, j'ai vraiment juste additionné chacune de mes composantes en X et chacune de mes composantes en Y. Et pour la réponse finale, on n'oublie pas de mettre notre unité, donc des mètres. Pour le C, on cherche à trouver la norme et l'orientation. Donc ça, c'est exactement la même chose qu'au A. On utilise la même formule. Ici, je vais donner directement la réponse. Donc, il faut simplement mettre Rx donc remplacer Rx par Rx. Et θ, c'est la même chose. Ici, quand on va remplacer, on va trouver une réponse négative. Ici. Donc, comme on a fait au A, comme c'est un chiffre négatif, on va ajouter 360 et on va obtenir un chiffre positif, 307, et on va être heureux. Donc, c'est exactement le même principe que pour le premier numéro. On va passer au deuxième numéro, au troisième numéro, on va dire. Ici, on nous donne deux vecteurs et on cherche un troisième vecteur tel que l'équation est vraie. Donc, ça, c'est un numéro un petit peu plus intéressant. Comment on fait pour trouver C? Comment on fait pour trouver quel C va respecter notre équation? Là, on doit utiliser un petit peu plus d'algèbre. Je vais descendre un peu. Oups. Donc ici, on doit utiliser un petit peu d'algèbre. On va partir de l'équation qu'on cherche. Ça, c'est, on fait, dans le fond, avec nos vecteurs, comme on ferait avec des équations normales. Donc ici, on cherche C. Qu'est-ce qu'on va faire? On va isoler C. Quand on va avoir isolé C, ensuite, on va pouvoir, on va voir en fait qu'est-ce qu'on va faire, mais notre but, c'est vraiment d'isoler C comme on ferait avec une variable pour trouver la valeur de cette variable. Donc ici, on va envoyer le A et le moins 2B de l'autre côté. C'est qu'il va nous donner ça ici. On va multiplier par 3 de chaque côté. Comme ça ici. Donc maintenant, on sait que C est égal à 6B moins 3A. On est presque heureux. Dans le fond, la seule chose qui reste à faire, c'est de remplacer nos vecteurs. Donc, on a C qui est égal à 6 fois le vecteur B. Donc, le vecteur B est écrit dans l'énoncé. Comme ça ici. Moins 3 fois le vecteur A. Comme ça ici. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut rentrer le scalaire. Donc, le chiffre qui est devant le vecteur B est devant le vecteur A. C'est un scalaire. C'est un nombre qui n'est pas vectoriel. Ce n'est pas un vecteur. Donc, on peut simplement le rentrer dans chacune de nos composantes. On va avoir le premier vecteur qui va être moins 24 plus 6, moins 24i, excusez, plus 6j, moins 34, plus le prochain vecteur, donc moins 6i, plus 9j, moins 3k. Et maintenant, on va tout additionner chacune des composantes. Donc, on additionne les i ensemble, les j ensemble et les k ensemble. Et on va obtenir le vecteur final. Plus 15j, moins 33k. Donc, ça, c'est une simple addition. Et on a trouvé le vecteur qu'on souhaitait. Donc, C va être égal à ça. On n'oublie pas de rajouter en mètres parce qu'on nous avait dit au début que c'était des mètres. Donc, ça, c'est vraiment comme on ferait avec des variables. C'est juste que quand on a isolé notre C, on remplace nos vecteurs par leur valeur. Donc, je laisse un peu de temps. Puis je vais passer à la troisième question. Donc, à la troisième question, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On a des vecteurs qui sont sur un plan.
Ensuite, on cherche à trouver c'est quoi les composantes de ces vecteurs-là, puis on cherche à exprimer leur somme en fonction des vecteurs unitaires. Donc, encore une fois, c'est comme on vient de faire. C'est juste que là, on ajoute une petite twist, c'est que notre schéma ici est vraiment étrange, puis il ne ressemble pas à ce qu'on a d'habitude. Donc ici, on remarque que notre vecteur et notre schéma, dans le fond, est inversé. On change le Y pour... En fait, c'est comme si on avait pris l'image dans un miroir. On marque que le X pointe vers la gauche et non vers la droite. Donc, ça va un petit peu changer nos calculs. Qu'est-ce que ça change, dans le fond? Bien, à la place de partir comme on ferait normalement ici, donc on aurait un vecteur, on a un angle ici, bien là, ça va être exactement le contraire. Donc, pour notre vecteur, l'angle qu'on veut avoir, c'est cet angle-là ici. Parce que notre axe pointe vers la gauche, comme ceci. Donc, c'est ça la différence ici. Ce n'est pas une différence majeure, mais il faut quand même en tenir compte. Donc, si, mettons, on cherche le vecteur f, le vecteur f va être fxi plus fyj, comme on avait dit plus tôt. Et ça, ici, dans le fond, la norme de f, c'est donné dans l'énoncé, c'est 10. Ici, on va prendre cos de 30. Pourquoi cos de 30? Bien, l'axe dx est ici. Puis on sait que l'orientation part de l'axe dx et se tourne en sens anti-horaire. Mais comme notre image est en miroir, ça sera plutôt en sens horaire et non en sens anti-horaire. Donc, c'est pour ça que les angles, dans le fond, sont positifs de ce côté-là. Donc, ici, c'est pour ça qu'on prend cos de 30. On va prendre aussi sin de 30. On va calculer ça. On va faire la même chose avec le t ici. Donc, le t, on donne un angle de 37. Normalement, ce serait cet angle-là ici qu'on prendrait, mais ce n'est pas ça qu'on va prendre parce que notre axe est inversé. Plutôt, qu'est-ce qu'on va prendre? C'est cet angle-là ici. Cet angle-là, dans le fond, on sait que l'angle d'une droite, dans le fond, est de 180 degrés. Donc, on va prendre 180 moins 37. 180 degrés moins 37 degrés. Ça me donne, qu'est-ce qu'on cherche? Et ça, c'est 143 degrés. Donc, on va faire les mêmes calculs. La norme de t, c'est de 30, comme dit dans l'énoncé. Donc, on va avoir cos de 30 degrés fois i plus 30 le sin de 30 degrés. Pas 30 degrés, excusez-moi, c'est 143 degrés, ce qu'on vient de dire. Ce qui va nous donner le vecteur moins 24 i plus 18j. C'est ça que je disais tantôt. Ici, on n'a pas besoin de se préoccuper du signe. On voit que notre vecteur est à l'opposé des x, donc dans les x négatifs, mais on voit que le moins s'ajoute tout seul. On n'a pas besoin de rajouter un moins manuellement ici. Ce n'est pas nécessaire. On va faire le dernier vecteur, donc le vecteur P. Le vecteur P est une norme de 20. Ensuite, on a besoin de trouver c'est quoi l'angle de ce vecteur-là ici par rapport à l'axe des x. Dans le fond, qu'est-ce que ça va être? Je vais effacer un peu les anciens dessins. L'angle qu'on cherche, ça va être l'angle ici. Ça, dans le fond, on sait que l'angle entre cette chose-là et ici, c'est un angle de 270 degrés. Donc, l'angle qui est juste un petit peu plus loin, qui est plus loin de 30 degrés, bien, ça va simplement être de 300 degrés. Donc, c'est comme si on poussait de 30 degrés l'angle qu'on connaît déjà ici. Donc, l'angle qu'on va prendre, ça va être 300 degrés. Comme ceci. J'écris 30 ici, désolé, ça c'est une erreur, c'est 20. Donc, la norme ici, c'est de 20. Maintenant qu'on a trouvé toutes nos composantes, on va faire l'addition des composantes et on va trouver le vecteur résultant final, comme on a fait aux deux numéros précédents.
Donc, j'additionne composante par composante, donc en X ici. Bon, le TP est censé finir maintenant, mais je vais le continuer de 5 minutes juste pour avoir le temps de faire le dernier numéro. Désolé de l'inconvénient. Je vais essayer de gager mon temps un petit peu plus, un peu mieux la prochaine fois, mais il est assez rapide, donc normalement, on ne devrait pas trop prendre de temps sur le prochain numéro. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce numéro-là ici? Non. Donc, dernière question, quelle est l'angle entre ces deux vecteurs ici? Il y a plusieurs façons de faire, évidemment, mais nous, on vous enseigne une méthode qui est très importante, très utile, puis surtout très facile. Donc, on va privilégier la prochaine approche, donc l'approche que je vais faire. Pour faire ça, on va utiliser le produit scalaire. Donc, c'est comme ça qu'on va utiliser. Ça a l'air un peu drôle d'utiliser le produit scalaire pour trouver un angle, étant donné que ce n'est pas ça le but premier du produit scalaire, mais quand même. Donc, pour un léger rappel, on a deux équations pour le produit scalaire. Donc, le produit scalaire ici, entre le vecteur A et le vecteur B, est égal à la norme de A fois la norme de B fois l'angle entre les deux vecteurs. Donc ici, θ, c'est vraiment important, c'est l'angle entre le vecteur A et le vecteur B. On a aussi une autre formule. Dans le fond, le produit scalaire est aussi égal aux composantes, à la multiplication de chacune des composantes des deux vecteurs. Donc ici, ce serait AX fois BX plus AY fois BY plus CX AZ BZ. Donc ici, on remarque qu'on cherche un angle, puis on a un angle ici. Donc, c'est exactement ça qu'on va chercher. On veut essayer de trouver c'est quoi cet angle-là, puis on va vouloir l'isoler. Pour ce faire, on va commencer par trouver le produit scalaire à l'aide de la deuxième équation. Donc, en vérité, on va commencer par trouver le produit scalaire avec ça ici. Donc, ça, je le fasse un peu. Trouvons le produit scalaire. Donc, A fois B est égal à la première composante des deux vecteurs multipliés ensemble. Donc, ici, on va avoir... dans le fond, en fait, je vais commencer par écrire les vecteurs. Donc, on multiplie le vecteur A fois le vecteur B. Donc, si on écrit ces vecteurs-là, ça va être le vecteur 1 moins 2 fois le vecteur 2, 3. Ça, dans le fond, j'ai juste réécrit les deux vecteurs dans une autre notation qu'ici. Ça ici, si on multiplie composante par composante, on va avoir 1 fois 2 plus moins 2 fois 3. Ce qui nous donne un beau moins 4. Maintenant qu'on a trouvé le produit scalaire, on peut finalement trouver notre réponse. Dans le fond, en sachant que A fois B est égal à AB, cos de l'angle entre les deux vecteurs. Donc ça, dans le fond, j'ai simplement réécrit notre formule qui est en haut, la première formule. Puis ça, on sait que tout ça est égal à moins 4. On vient de le montrer ici. Comme ça. Donc, la seule chose qui va nous rester à faire, c'est d'isoler le AB. Ici, on remarque qu'on a trois inconnus. On a le A, B et θ. Donc, on a un problème. On ne sera pas capable d'isoler. Par contre, on sait que A, ici, c'est la norme du vecteur A. Ça, on a vu qu'on avait une formule. On a la formule suivante qui nous permet de trouver la norme. Exactement la même chose pour le B. Donc, on va multiplier ça ici par la racine carrée des composantes de B. Fois cos de AB. Cos de ceci. Et tout ça, c'est égal à moins 4.
Maintenant, on peut faire le calcul. Donc, chacune des composantes sont écrites en haut. 1 à la 2 plus moins 2 à la 2 fois racine carrée de 2 à la 2 plus 3 à la 2 cos de AB, cos de θ AB, on va dire. Est égal à moins 4. On rentre ça dans nos calculatrices. On va trouver que c'est égal à racine de 5 fois racine de 13 cos de θ AB. Et là, on vient d'arriver à l'étape finale. Donc, ça va être d'isoler notre AB. Pour ce faire, on envoie les chiffres en avant de l'autre côté. Donc, on divise de chaque côté par racine de 5 et racine de 13. Et finalement, on isole le θAB. Donc, on va prendre arcos de chaque côté. Comme ceci. Arcos de moins 4 sur racine de 5, racine de 13, comme ceci. On rentre dans notre calculatrice et on obtient que cette chose-là est égale à 120 degrés. Ce qui conclut notre numéro. Donc, l'angle entre les deux vecteurs est de 120 degrés. De fait, ça conclut aussi notre TP. Donc, c'est ça pour le TP. Désolé encore une fois de vous avoir retenu un petit peu plus longtemps. C'est ça. Donc, l'angle entre les deux vecteurs est de 120 degrés. Donc, le TP est fini. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais rester ici pour répondre aux questions. Si jamais vous avez des questions sur n'importe quel numéro du TP, je sais que je suis passé un petit peu vite à la fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis libre autant que vous voulez. Si jamais vous avez d'autres questions, ce qui est sur d'autres matières ou quoi que ce soit, sur n'importe quoi, je vais être à ma dispo demain entre 1h30 et 14h30, donc n'hésitez pas à venir quand vous voulez. Oui, Philippe. En faisant le produit scalaire comme ça, est-ce qu'il pourrait y avoir des occasions où on arriverait à un arcos qui serait négatif, comme dans les exemples avec les vecteurs plutôt? Si ça arrive, par cœur, je ne sais pas, arcos. Je ne sais pas si la calculatrice le fait comme ça. Si ça arrive, dans le fond, c'est exactement la même solution. En fond, le problème avec le négatif, ce n'est pas nécessairement que c'est une valeur qui ne marche pas ou qui n'est pas vraie. Parce que oui, c'est une. Parce que dans le fond, la valeur est aussi vraie. C'est juste que nous, par convention, on trouve que ce n'est pas une belle chose. Donc, on va essayer de replacer ça comme du monde et de le mettre entre 0 et 360. Donc, si on a une valeur négative, ce n'est pas un problème, il faut juste le changer. Là où on a des problèmes un peu plus, c'est surtout avec le TAN, parce que notre calculatrice nous sort une valeur. Cette valeur-là n'est pas toujours vraie. Il faut vraiment regarder notre vecteur dans quel cadre. Fait que si, par exemple, là, je donne un exemple qui sort de ma tête, mais si, par exemple, on a un vecteur qui ressemble à ça, puis qu'on nous dit que l'angle est de, par exemple, 35, bien, on remarque qu'on a un problème. Parce que, évidemment, notre vecteur est à plus que 180. Donc, ce genre de problème-là, il faudrait l'ajuster, donc en ajoutant, par exemple, 180 degrés ou 90 degrés. Mais si c'est un chiffre négatif, ce n'est pas le même genre d'erreur. Justement, l'exemple que tu viens de faire, ben, je ne sais pas si je peux continuer juste pour finir cette partie. Avec l'exemple que tu viens de faire, tu viens de mentionner que dans certains cas, il faudrait ajouter 90 ou 180. Ça va tout le temps être une question d'ajouter. Oui, exact. OK. Puis on ajoute 90 si on était un cadran à gauche avec notre vecteur. Dans ce cas-là, ce serait 180 parce que c'est 2 cadrans plus loin. Exact, exact. À droite, tu voulais dire, mais oui. Ça, il y a un ensemble de règles. Je crois que c'est écrit dans les notes. Donc, si vous voulez, vous pouvez essayer de l'apprendre par cœur. Puis, dans chacune des situations que votre calculatrice fait, vous pouvez ajouter un certain montant, donc plus 90, plus 180. Moi, qu'est-ce que je trouve plus efficace en général, c'est de me faire un dessin. Fait que si, mettons, je vois que ma calculatrice me donne 35 puis que mon vecteur pointe vers le bas, comme sur mon dessin, mais évidemment, je sais que ça va être environ 180. Fait que je vais pouvoir rajouter 180 puis je vais avoir le bon vecteur. Moi, je trouve qu'un dessin, c'est facile à faire puis ça règle beaucoup des problèmes. Fait que en général, surtout en mécanique, c'est important de se faire des dessins pour bien comprendre les idées
en particulier avec les vecteurs. Mais sinon, toutes les règles sont écrites dans les notes si vous voulez. Parfait, je te remercie. Pas trop. Darby? J'ai une question pour le E28. Oui. La réponse, oui, la réponse nous a donné un I, un J, un K. Est-ce qu'on aurait pu nous demander la norme et l'orientation? Oui. OK, puis si on nous demande la norme et l'orientation, mais là, on a 3 valeurs. C'est comment qu'on trouve ça exactement? Très bonne question. Ça, dans le fond, c'est exactement la même chose qu'on ferait normalement. Donc, vous avez vu que le théorème de Pythagore, c'est C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Donc, c'est ça qu'on a appliqué normalement. Mais en 3D, c'est exactement le même principe. Donc, le théorème de Pythagore se généralise en 3D. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si, mettons, vous voudrez calculer la norme de ce vecteur-là, ici, ça serait égal à, par exemple, ça ici, C à la X à la 2 plus CY à la 2 plus CZ à la 2. Donc, ça serait ça l'équation qu'on a. C'est exactement la même chose, c'est juste qu'on rajoute une valeur en Z. Par contre, pour l'orientation, on ne pourrait pas utiliser la même chose. Ça ne va pas vous être demandé en cours normalement. En tout cas, je crois que ce n'est pas au curriculum. Le problème, si on vous demande l'orientation, c'est qu'en 3D, le vecteur n'est pas défini par un seul angle. Si je te donne un seul angle, tu ne vas pas être capable de diriger le vecteur vers la bonne direction. Par exemple, un vecteur d'angle 33 degrés, si je te donne juste l'angle est égal à 33 degrés, bien ça, c'est seulement sur un plan. Je suis en 3D, donc j'ai besoin d'au moins 2 angles pour représenter mon vecteur. Ça, ce n'est pas particulièrement important pour l'instant, vous n'allez pas l'utiliser. En tout cas, c'est juste bon à savoir qu'en 3D, tu as besoin de 2 angles pour spécifier ton vecteur. Mais ça ne va pas, normalement, ça ne sera pas le cas dans vos exercices. Parfait, merci. Alicia? Oui, moi, je voulais juste savoir, est-ce que c'est possible d'avoir le petit rappel au début que vous avez montré? Certainement. Je peux-tu prendre une photo? Oui, pas de trouble. Okay. Je vais peut-être dézoomer un peu. Et voilà. Merci. C'est bon, je t'ai eu. Pas de trouble. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions? Pour le numéro 39, c'est quoi qui a fait en sorte qu'on a utilisé le produit scalaire et pas autre chose? La principale raison, c'est que c'est facile. Pourquoi on a pas utilisé d'autres choses? Dans le fond, on a 2 vecteurs. On aurait pu, par exemple, se faire un dessin, puis calculer chacune des composantes, puis utiliser, par exemple, SOHCAHTOA. Ça aurait été quand même une possibilité très bien. Par exemple, on aurait pu faire un dessin ici. En général, à l'examen, vous n'êtes jamais d'utiliser une seule technique. Le problème, par exemple, si on n'utilise pas les techniques qu'on vous montre, c'est que ça peut prendre plus de temps. Si ça prend plus de temps, vous avez moins de temps de faire d'autres numéros à l'examen, par exemple. Donc, on va prioriser les méthodes qui sont efficaces, mais il y en a d'autres qui marchent. Comme par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a pu faire? On peut tracer, par exemple, le vecteur A. Le vecteur A, ça ressemble à peu près à ça ici. Donc, 1 en X et moins 2 en Y. Et le vecteur 2 ressemble à peu près à ça. Le vecteur B ressemble à peu près à ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? C'est cet angle-là ici. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour trouver ça? Ce serait de trouver l'orientation de chacun des vecteurs individuellement. Donc, on aurait pu trouver cet angle ici en utilisant la formule que j'ai donnée ici. Non, excusez-moi, pas celle-là. On aurait pu utiliser cette formule-là pour trouver l'angle. Donc, la formule arctan de chacune des composantes ensemble. On aurait trouvé l'angle ici, donc l'angle 0, θ B. Et on aurait pu trouver l'angle de A ici, donc θ A. En faisant ça, ensuite, on aurait été capable, juste en additionnant ces 2 angles-là puis en faisant des manipulations, de trouver l'angle entre les 2. Donc, ça aurait très bien marché. Le problème avec ça, c'est juste qu'on doit calculer le composante, on doit calculer l'arctan. Ce n'est pas particulièrement difficile, mais ça nous rallonge un petit peu ça nous demande un petit peu plus d'effort. Ici, le produit scalaire,
on a déjà un angle entre deux vecteurs. Donc, on voit vraiment le lien, un angle entre deux vecteurs, puis on nous demande un angle entre deux vecteurs. Donc, c'est pour ça qu'on pense en premier à ça. C'est parce qu'on a un θ qui nous donne directement la réponse. Puis ensuite de ça, pour faire le lien entre θ-AB et le produit scalaire, ça, il faut juste se rappeler des relations puis calculer le produit scalaire. Donc, en résumé, c'est plus facile, c'est moins compliqué, mais ce n'est pas la seule option possible. Est-ce que c'était clair ou c'était un peu éparpillé? Là, mais... Oui, c'est clair, merci. Pas trop bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Dans ce cas-là, je crois qu'on va quitter la séance. On va fermer la séance, ça veut dire. Je vais arrêter l'enregistrement.